RCF. Scientifique, enseignant, universitaire, Norbert Segard est un homme visionnaire. On lui doit la création de plusieurs écoles d'ingénieurs, de laboratoires. Il était un peu précurseur de ça à une époque où la région Nord-Pas-de-Calais c'était surtout marquée par la sidérurgie, l'acier, le textile, le charbon. Et lui, il se disait qu'il fallait, ces ressources n'étaient pas éternelles, mais qu'il fallait se tourner vers l'industrie de demain, vers des nouvelles technologies. C'est tout naturellement qu'il entreprit d'ouvrir de nouvelles voies pour former les nouvelles générations. Comme universitaire, il était cernement avant-gardiste. Autrement dit, la tradition universitaire, c'est quand même plutôt de rentrer dans un sillon et de continuer à le tracer. Lui, il est rentré dans un endroit où il n'y avait rien, et donc il pouvait pas continuer le sillon puisqu'il n'y en avait pas, mais il a créé et fait créer beaucoup de choses après. Jovial, entreprenant, travailleur, un homme entier. Il avait fait une synthèse formidable entre science et foi. Et d'autre part, il avait une richesse, une profondeur de sympathie, d'empathie assez remarquable. Ministre du téléphone, VRP de la France à travers la planète à la fin des années 70, Norbert Segard a su garder les pieds sur terre, restant l'homme du Nord et le père de famille qu'il était. L'homme n'a pas changé. Il était égal à lui-même, avec des contraintes d'agenda, des contraintes de protocole ou autre, mais vis-à-vis de nous, vis-à-vis de ses amis, quand il revenait à Lille, ou même quand il nous recevait au ministère, c'était d'abord Norbert, c'était pas monsieur le ministre. Il fut la première personnalité publique à révéler dans les médias souffrir d'un cancer. Victime du tabagisme, il est emporté à 58 ans. Je pense que la personnalité de Norbert Segard aurait pu lui permettre de jouer un rôle de tout premier plan dans la région et que son décès précoce nous a fait beaucoup perdre. Autant de réalités diverses dans ce parcours de vie hors du commun sur lesquelles nous allons dans l'heure qui vient prendre le temps de nous arrêter pour découvrir et comprendre comment le natif d'Aniche dans le Nord a, sa vie durant, voulu mettre la science au profit de la société et de ses contemporains et la manière dont la médiatisation de son cancer a fait bouger les lignes. La vie ne vaut, disait-il, que parce qu'on apporte à autrui. La valeur de la sienne fut donc indéniablement considérable. En témoignent les archives du fonds Norbert Segard. Linda Vandeville est responsable du service du patrimoine et des archives de l'Université catholique de Lille. Alors les archives de Norbert Segard qui ont été données au service du patrimoine et des archives de l'Université catholique de Lille est très divers. On trouve à la fois des documents relatifs à son poste d'enseignant à l'Université catholique de Paris, puisque c'est là où il a commencé sa carrière d'enseignant. On trouve également des documents relatifs à son parcours d'enseignant et de doyen à la faculté libre des sciences de l'Université catholique de Lille. Il a été doyen plusieurs années, donc on a énormément de documents relatifs à tout ce qui est ses publications, ses relations. On a également énormément d'archives relatives au rôle qu'il a joué dans la création d'écoles d'ingénieurs et de laboratoires, parce qu'on lui doit la création de l'ICEN, l'Institut supérieur d'électronique du Nord. On lui doit également la création du GEFIRN, les grandes écoles fédérées d'ingénieurs de la région Nord, qu'on a appelé par la suite le Polytechnicum de Lille. On a également des documents sur le rôle qu'il a joué dans la création de l'ISA, l'Institut supérieur d'agriculture du Nord, et également sur le laboratoire Léanor. Après sa formation poussée et ses 35 années consacrées à l'enseignement supérieur catholique, à la transmission du savoir, le chapitre politique, qui s'est ouvert tardivement pour lui, occupe également une large place dans les rayons des archives. On a beaucoup de choses relatives à son parcours en tant qu'homme politique, et on le doit parce que les archives ont été données par la famille, par Jean-Paul Segard. Donc on a énormément de choses relatives à ces élections, les élections législatives de 1973, où il a été député du Nord de la première circonscription, mais également lorsqu'il a été rapporteur du budget auprès du ministère de l'Éducation nationale sous le mandat de Valéry Giscard d'Estaing. On a également, quand il s'est présenté pour les élections législatives de 78, où il a été à nouveau élu député du Nord de la première circonscription. On a également des documents qui concernent les élections cantonales de 1976, où il se présente dans le canton de Lille-Centre, et il est également élu.
et également lorsqu'il se présente aux élections municipales de 1977 face à Pierre Mauroy. Afin de saisir la globalité du personnage et la solidité de ses racines, c'est d'abord vers la famille qu'il faut se tourner, en compagnie de Jean-Luc Girard. C'était mon oncle, Norbert Ségard. Je m'appelle Girard, l'épouse de Norbert, c'est Denise Girard. Il m'a élevé et j'avais 4 ans. Il a été mon éducateur, mon tuteur légal. Il était mon éducateur. Et j'ai vécu chez lui, donc, avec mes cousins et cousines germaines, c'est-à-dire ses 3 enfants. Jusqu'à mon mariage, jusqu'à au moment où j'ai pu me lancer dans la vie, et grâce à lui, grâce à son éducation, grâce à la formation que j'ai eue dans les écoles d'ingénieurs de la Cato, etc. Voilà, c'est comme ça. C'était comme un père normal, même s'il a toujours été un très très gros travailleur. Quand il a créé ses écoles, ça s'est pas fait en 5 minutes. Et puis c'était un homme de relations publiques, donc il entretenait beaucoup de relations, il avait beaucoup de lieux de contact. C'est vrai qu'on ne le voyait jamais très longuement. Il était très à l'écoute de ce qu'on faisait et il était même, je dirais, assez exigeant sur la façon dont on menait notre évolution personnelle. Son niveau d'exigence concernant par exemple mes études et le choix de mes études a fait que j'ai bien choisi d'une part et il m'a mis une certaine pression qui était celle d'un père qui voulait que ses enfants réussissent. Donc sur ce plan-là, il était véritablement l'éducateur responsable. Un autre point que je peux signaler, c'est c'était quelqu'un qui était extrêmement affectif et il tenait beaucoup notamment à ce que vis-à-vis de ses parents, on ait les plus grands égards et surtout qu'on aille les voir, qu'on aille les visiter. Ses parents n'habitaient pas très loin, il était fils unique, alors il y avait peut-être aussi le comportement d'un fils unique par rapport à ça, mais il portait une attention très grande au fait que nous nous intéressions à ses parents, donc à nos grands-parents. Il a tout fait pour que ses parents ne soient pas oubliés. Il demandait même souvent à ses collaborateurs de prendre de leurs nouvelles. Il en est arrivé à loger sa mère au ministère, préférant la voir à ses côtés lorsqu'elle fut rattrapée par la maladie. Sa mère qui fut enseignante à l'école libre, tandis que son père, d'abord comptable, assurera la direction commerciale de la verrerie Saint-Martin à Aniche. Norbert Ségard, pourtant helléniste de formation, sera diplômé d'études supérieures de sciences physiques. Puis il enseigne la thermodynamique à l'Université catholique de Lille. Il se consacre à l'optique et plus précisément aux phénomènes ondulatoires. En 1949, il se marie avec Denise Girard, professeure d'anglais. 4 ans plus tard, il soutient sa thèse de doctorat. Nommé professeur titulaire de la chaire de physique à l'Institut catholique de Paris à l'âge de 32 ans, il succède au célèbre médecin et physicien Édouard Branly. S'ensuit un attrait pour l'électronique qui promet une évolution technologique forte. Lui vient alors l'idée de créer l'ICEN. Paul Astier est issu de la 2e promotion. C'était vraiment son enfant, dans la mesure où il fallait de l'audace pour lancer une école d'ingénieurs en France à l'époque. Pour des technologies en développement, il fallait le faire. Toute la formation humaine et sociale des écoles d'ingénieurs, c'était aussi un sujet auquel il attachait beaucoup. Pendant les études, il a fait venir de grands scientifiques, mais aussi de grands humanistes. Et aussi de grands chrétiens, quoi. Ce scientifique qui a su, le moment venu, former les hommes dont le XXIe siècle aurait besoin. C'est-à-dire dimension humaine, compétence scientifique, sens de l'humain, sens de la place de l'humain, la formation d'ingénieur avec sa dimension scientifique, pas... Nous, on commençait par de la physique théorique et des maths, quoi. Pour faire un bateau, pour faire un ordinateur, c'est pas... Ben si, fallait... Et ces ingénieurs-là, cette culture-là, a fait sa preuve dans l'industrie, dans l'armement aussi, puisque les premières promotions, on faisait le service militaire à l'époque. Et il y avait un nombre important d'ICEN qui se retrouvaient dans la marine, parce que la marine commençait à avoir des radars, des machins, des trucs, et qu'il valait mieux avoir cette formation-là. Donc, le profil de l'ingénieur tel qu'il a été pensé par Norbert a fait Flores aussi l'équation optimale en ce temps de l'homme d'industrie d'avenir. C'est d'ailleurs ce jeune ingénieur que Norbert Ségard choisira pour assurer la continuité et il se souvient très précisément de ce qui allait orienter son avenir. J'étais
à Paris, en réunion à la délégation ministérielle pour l'armement, et le patron de la réunion me dit il y a le ministre qui vous appelle. Alors bon, je suis arrivé au bout du fil, c'était Norbert. Ça m'a touché, son caractère empathique, sa vision des perspectives, son explication sur la possibilité que j'avais de venir m'a plu, et du jour au lendemain j'ai dit oui, quoi. Il y a un côté séducteur, c'est pas le bon mot, mais on avait envie de faire équipe avec lui. Ah ben cette école, je lui dois tout. Et d'autre part, cette école avait déjà plus de 10 ans d'ancienneté, et elle avait percé, ses ingénieurs formés avaient percé un peu partout, chez IBM, chez Thomson, chez Alcatel, toutes les grandes entreprises électroniques. En plus de la sidérurgie, il y a des tas d'ingénieurs ICEN qui avaient percé, quoi. De nombreux anciens élèves, professeurs ou dirigeants de l'ICEN gardent du fondateur de l'école des souvenirs vifs. Avant de présider l'Université catholique de Lille, Gaston Vandecandelare a également dirigé l'école d'ingénieurs. Pour moi, l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il aimait les jeunes et qu'il voulait effectivement transmettre comme prof, et puis aussi, je dirais, il a transmis par son exemple. Mais ça, il l'a peut-être pas fait exprès. Il nous a tous séduits. Vous pouvez en parler à tous ceux qui l'ont connu comme étudiant, c'est-à-dire aux 5 ou 10 premières promotions. C'était un grand séducteur et qui avait l'art d'enthousiasmer. Donc, il nous aurait fait faire n'importe quoi. Et on a fait à certains moments n'importe quoi d'ailleurs, avec sa bénédiction. Sa personnalité a marqué ce qu'il a créé. Et en ce sens, je crois que l'ICEN, puis les écoles d'ingénieurs plus généralement, ont bénéficié de son enthousiasme qui a été transmis. Moi, j'ai fait partie des quelques successeurs. On avait envie de le faire, quoi. Parce que on l'avait vu comme ça. Un élan et un enthousiasme qui s'exerçaient aussi hors des murs des institutions et qui se traduisaient parfois en réunions et repas à domicile. Jean-Luc Girard s'en souvient. Il aimait profondément réunir ces petits cercles. À l'époque, à l'Université catholique, il y avait énormément de prêtres qui étaient enseignants. Donc il avait ses soirées avec ses curés, il les invitait à la maison. La rue d'Holbach était un lieu de réunion, de repas, de réunion permanent. C'était très rare qu'il y avait des soirées de libre. Ça, c'était Norbert, ça. Hein. Donc il y avait ces cercles, et puis il réunissait des étudiants. Ensuite, il allait réunir des différentes professionnels, des amis des entrepreneurs, des industriels, que sais-je. Mais il y avait toujours besoin de rentrer en relation, en contact. Et c'est comme ça, je pense, que il a défendu la bonne cause de ces écoles d'ingénieurs. C'est comme ça qu'il a défendu la bonne cause, d'une façon générale, de l'université catholique. Cette chaleur humaine, sa jovialité, son humour, sa proximité avec son temps sont à l'origine de nombreux repas d'étudiants qu'a partagé aussi Paul Astier. J'ai été un moment responsable de promo. On allait à peu près 1 ou 2 fois par an déjeuner chez lui avec tout le bureau. Et il nous recevait avec son épouse rue d'Holbach. C'était fantastique parce que c'était à la fois très amical. Il s'arrangeait toujours malgré tout pour raccrocher le sérieux à travers la science, mais aussi sa volonté de développer la formation humaine et sociale de l'ingénieur. Son objectif étant de donner de la réputation à ces écoles, il était conscient que les premières promotions, quelque part, étaient intimement liées à la réussite du projet. Son grand sourire, sa façon d'accueillir, etc., créait tout de suite une ambiance d'amitié, de copinage, de chaleur. On est ensemble, extérieur, on l'ignore un certain temps. Les relations interpersonnelles de tous les participants, c'est l'essentiel. Et à cet essentiel, il veut dire l'essentiel. C'est-à-dire l'humain, l'humanisme, le sociétal et l'amitié, et aussi dans les équations de Maxwell. Voilà. Ça tournait pas à la débauche. C'était, enfin, nous, en sortant, on était peut-être un peu gays. Je me rappelle qu'on faisait quelques petites bêtises en surchargeant les boîtes aux lettres, de tas de choses. Mais bon, c'était pas Bacchus. Gaston Vandecandelare était aussi de ces moments privilégiés, rue d'Holbach. Il en garde des souvenirs aussi mémorables qu'enthousiasmants. Quand il était prof, il recevait le président des étudiants et son bureau à sa table. Donc c'est sa femme qui animait ça. Et là, les discussions
philosophique, politique, etc., allait bon train et c'était musclé. D'accord ? D'autant qu'il arrosait ça. Donc la parole était libre, libérée. Et ça a marqué tous les gens qui ont été dans ce cas, qui les ont vus, tous les deux, sa femme et lui, animer des soirées, rendre possible ces soirées, quoi. Je ne l'ai jamais entendu parler de choses grivoises. Comment dire, raconter des histoires, même pour rigoler, sur un sujet un peu scabreux, ça c'était vraiment pas son fait. Il était pudique en ce sens-là. Mais à part ça, c'était sans limite, oui. Ses réussites et son parcours hors norme attirent l'attention. Il devient un homme en vue dans la capitale, prémisse d'un parcours politique qu'il entamera à 50 ans. Avec les succès de ses créations, et en particulier d'Yssen, tout le monde l'a repéré, quoi. Je pense qu'il était très connu à Paris en particulier, puisqu'il était prof à l'ICEP à Paris, et puis son sens des relations publiques, et d'ailleurs, les premières promotions, les 3/4 partaient à Paris, quoi. « 1971 marque ses premiers pas en politique. Norbert Segard figure sur la liste UDR, Union des démocrates pour la République. C'est à cette occasion que Jacques Legendre, prochain maire de Cambrai et futur ministre du Travail, fait sa connaissance. Je l'ai connu en 71. Il y avait à l'époque une volonté de la direction gaulliste de Paris de chercher des personnalités nouvelles pour avoir un candidat à la mairie de Lille. Et on nous avait envoyé dans le Nord François-Xavier Ortoli et Pierre Bilcoq, qui tous les deux étaient des hauts fonctionnaires brillants, qui étaient chargés de donner un petit peu d'allant, si vous voulez, à l'équipe gaulliste sur place. Et François-Xavier Ortoli, en 71, était donc chargé de conduire une liste aux élections municipales. Et il a dû chercher à regarder autour de lui, trouver quels étaient des gens, comme on dirait maintenant, de la société civile, qui pourraient constituer des personnalités représentatives d'un certain courant, élargi par rapport aux strictes définitions de partis politiques. Ils sont allés à ce moment-là proposé entre autres à Norbert Segard, patron de l'Yssen, un scientifique qui pouvait incarner la modernité et qui était en même temps proche du courant démocrate chrétien et de la Cato. Et la Cato à Lille a toujours représenté un élément important dans la vie de la ville. Un passage éphémère et une défaite. Augustin Laurent est réélu maire de Lille. Il démissionnera 2 ans plus tard, laissant son adjoint Pierre Mauroy diriger les destinées lilloises. Difficile de cerner les rouages et les appels qui ont mis aux scientifiques le pied à l'étrier. Alors, comment s'est passée l'arrivée de Norbert Segard en politique ? Segard, je pense qu'il a été amené sur cette liste probablement par un collaborateur de François-Xavier Ortoli qui s'appelait Guy Germer. Germer a été connu ensuite comme celui qui avait fait voter quand il a été député, les lois sur l'enseignement libre. Il a été ensuite un député breton, si vous voulez. Et il connaissait donc le milieu de l'enseignement libre, où Segard jouait un rôle important. Donc je pense que Germer avait compris que si on voulait rallier un électorat qui commençait à glisser vers les socialistes, il était bon d'avoir une figure représentative de la Cato et de tout ce courant démocrate chrétien au sens très large, si vous voulez, que pouvait incarner aussi Norbert Segard. En 1973, il est élu député de la première circonscription du Nord, puis c'est Paris, puis c'est la France, puis c'est le monde. En juin 1974, Norbert Segard devient secrétaire d'État du commerce extérieur dans le gouvernement de Jacques Chirac. Un homme qui s'est fait, qui a excellé, qui a grandi dans sa grandeur. C'est extraordinaire, il n'est pas du sérail politique. Il a été pratiquement député très peu de temps et tout de suite appelé au commerce extérieur. Il s'est livré, il a donné, il était serviteur. Quand il était au commerce extérieur, il avait une telle capacité d'abord de relation et une telle connaissance scientifique et une certitude scientifique qu'il était capable de vendre des produits technologiques à l'étranger. Et il l'a fait. C'était un vrai
un vrai businessman du gouvernement. Je pense qu'il était reconnu à l'étranger pour ça. Il a fait un très beau parcours là-dessus. Quelle que soit la situation où il était profondément lui-même. Être profondément soi-même, c'est être perçu comme quelqu'un de vrai. Et sa relation, elle était faite de ça. Et alors donc, il facilitait aussi la relation parce qu'il avait une certaine jovialité, une forme d'humour qui n'était jamais méchante, mais qui peut être quelquefois être un petit peu caustique. De temps en temps, pour dégeler l'atmosphère, il était capable de sortir quelque chose, ou de faire un geste, ou de manifester quelque chose qui détendait et qui allait tellement à contre-courant des habitudes et des usages. Je dis pas qu'il était contre le protocole, mais il n'était pas dans le protocole. Véritable VRP du gouvernement français, il parcourt alors 4500 km par semaine, visite plus de 40 pays en à peine 18 mois. Son champ d'action est planétaire. La richesse des archives du fonds Ségard en témoigne. Linda Vandeville. Moi, ce que je trouve très beau dans ce fonds, c'est qu'il y a énormément d'albums photos. Pour le coup, c'est un fonds où il y a beaucoup de photos et généralement même des gens qui sont pas très initiés dans les archives, c'est ce qu'ils aiment voir parce que ça retrace un peu l'époque. On a beaucoup de photos avec Valéry Giscard d'Estaing dans des déplacements, lors d'une inauguration d'une foire à Paris. On a également beaucoup d'albums photos lors de ses voyages à l'étranger, en URSS, notamment lorsqu'il a rencontré Brejnev. Et également des personnalités politiques qui n'existent plus aujourd'hui, mais le roi Hassan II, Fidel Castro, et c'est vraiment des très beaux albums photos. Et ce que je trouve intéressant, c'est également toute la correspondance, les notes manuscrites, qui relèvent un peu l'humain qu'était Norbert Ségard, puisque c'était quand même quelqu'un qui était catholique, chrétien. Ces valeurs chrétiennes, on les voit à travers de la façon dont il écrit dans certaines correspondances. Je trouve ça beau en fait. Ce portefeuille ministériel dans lequel il se révélera d'une redoutable efficacité n'était pourtant pas du sur-mesure, pouvait même sembler inadapté et pourtant, Gaston Vandecandelare se souvient de son étonnement de le voir à ce poste. Alors ça, c'était une surprise, je crois, pour les gens qui le connaissaient parce que il ne parlait pas l'anglais. Sa femme était angliciste. Pourtant, je crois pas qu'il l'ait emmené partout où il est allé, c'est pas possible. Mais je crois qu'il avait un don de communication sans pour autant en avoir forcément tous les outils, et en particulier, il maîtrisait pas l'anglais. Par contre, la force de conviction, ça je peux vous assurer qu'il en avait pour deux, quoi. Les gens avaient suffisamment d'estime, si ce n'est d'admiration pour lui, pour comprendre qu'il puisse faire, j'allais dire, n'importe quoi, y compris quelque chose pour lequel il était peut-être pas prédestiné, quoi. Je veux dire, en n'étant pas linguiste du tout, l'international, a priori, est pas évidente, quoi. Le sens du service motive son engagement politique. Et cette nouvelle étape de sa vie, en fait, n'étonna pas ses proches. Modestement, il disait qu'on est venu le chercher parce qu'il avait une certaine notoriété à Lille. Il avait réussi à faire parler de lui, utilement et de façon intéressante. Donc il avait une certaine notoriété, et modestement, il dit « on est venu me chercher ». En fait, je crois que, si vous me permettez l'expression, et si son fils ne m'en veut pas, je dirais que c'était un animal politique, Norbert. Autrement dit, c'était normal qu'il le devienne politique. Il était militant de fond dans tout ce qu'il faisait, et en particulier pour le bien commun, ça c'est évident. Autrement dit, je crois pas qu'il cherchait à faire carrière, même s'il l'a fait, mais il avait un souci et une volonté de servir. Le déficit commercial d'alors se résorbe, les exportations françaises se rééquilibrent. Nouveau défi, les postes et télécommunications dont il devient en janvier 1976 secrétaire d'État, avec un objectif clair, développer le réseau de téléphones fixes dans le pays. On le surnomme vite ministre du téléphone. De 6 millions d'abonnés en 1976, on passe à 16 millions en 1981, un progrès essentiel pour l'économie qui transforme la vie en profondeur. Son sens de l'écoute et ses excellentes relations avec les syndicats ont permis d'éviter toute grève d'importance lors de son action gouvernementale. Particulièrement attaché au Nord-Pas-de-Calais, il mettra un point d'honneur à faire rattraper le retard en équipement téléphonique de sa région. En 1979, il venait fêter à Saint-Amand-les-Eaux le 500 millième abonné de la région. Nous aurons ainsi multiplié par 4 en 6 ans le nombre d'abonnés au téléphone dans le nord de la France, alors qu'on n'aura multiplié que par 3 en France. Et ceci se fait non seulement pour le téléphone, ceci se fait aussi pour les cabines publiques, où nous en aurons là plus de 10 000. Là, nous aurons multiplié par 7 le nombre de cabines publiques. Et chose que je voudrais dire pour terminer ces quelques propos de joie aujourd'hui, c'est que 30%
des lignes téléphoniques seront rattachées dans le Nord à des centraux électroniques, tandis que 17% seulement dans le reste de la France le sont. Par conséquent, le Nord aura rattrapé son retard, mais aura une avance technologique, une avance dans la qualité du téléphone, certainement très très grande. Un amour du Nord et une fidélité à ses racines qu'il n'aura de cesse d'entretenir. Il souhaite faire de la région un laboratoire entrepreneurial, fer de lance économique et social du pays. Le développement toujours au service de l'humain. D'ailleurs, cette interview télévisée du 1er octobre 1974 s'est révélée prémonitoire. Je suis venu dire au Nord que je comptais faire de cette région une région pilote pour le commerce extérieur. Le Nord en a les moyens et le Nord en a aussi la nécessité. C'est par le commerce extérieur, c'est par son ouverture aux autres pays que notre région verra ses entreprises se diversifier, devenir plus compétitives. Et pour cela, il faut changer beaucoup de choses et même il faut changer l'image de marque de la région. Je vais proposer, le plus tôt possible, que notre département change de nom de ce point de vue. Le Nord, c'est froid, et je propose qu'on l'appelle dorénavant Hauts-de-France. 42 ans plus tard, ce n'est pas seulement le Nord, mais 5 départements qui incarneront les Hauts-de-France. Au chapitre visionnaire, il annonçait aussi, pour les années à venir, la vidéophonie, des appels téléphoniques où les interlocuteurs pourront se voir. Preuve s'il en est de son action en faveur de son territoire, il vient près de Cambrai poser la première pierre de la future usine Clar, aux côtés de Jacques Legendre, devenu secrétaire d'État au Travail. Ça, c'est un dossier que j'ai suivi de A à Z, parce que j'étais très angoissé par la désindustrialisation de ce territoire, dont j'étais le député depuis 1973 et le maire de Cambrai depuis 1977, et où je voyais les usines textiles disparaître les unes après les autres. L'arrondissement de Cambrai était très industriel, mais il était industrialisé textile. Et la concurrence internationale faisait que nos usines, nos fabrications textiles ici ne supportaient plus la concurrence. Et que donc les industriels étaient tentés d'aller s'installer en Tunisie, en Turquie, etc. Et on m'avait expliqué que les femmes qui travaillent dans le textile avaient une certaine habileté des doigts. Une habileté des doigts qui est recherchée aussi dans le travail de l'électronique. Et donc, quand j'ai su qu'une société américaine cherchait à s'implanter en France parce qu'elle allait travailler pour les PTT et que donc ça pouvait être intéressant de les avoir parce qu'il y avait un marché important, que la France qui modernisait son téléphone avait besoin de parafoudres, fabriquer des parafoudres, eh bien, j'ai demandé à mon ami Segar, qui, comme moi, voyait avec inquiétude cette situation de désindustrialisation, je lui ai demandé de faire en sorte que cette usine se voit proposer de s'installer à Cambrai. Voilà. Alors, ça aurait peut-être été un peu... ça m'a rendu impopulaire pendant pas mal de temps du côté de Mézières-Charleville, parce que ces Américains étaient installés déjà en Belgique, et ils avaient aussi une touche où ils avaient pensé à s'installer du côté de Mézières, à Charleville. Et je crois qu'on est encore dans une France où l'État tient beaucoup de choses. Le ministère des PTT leur a expliqué que l'endroit où ils allaient s'installer, c'était Cambrai. C'était pas le long de l'autoroute, on est pas mal situé pour ça, mais c'était là, si vous voulez avoir les commandes des PTT. La période gouvernementale de Norbert Segard dépassait ses attributions originelles. Jamais il ne refusa de dossier, aussi sensible soit-il. C'est ainsi qu'en 1974, Norbert Segard se voit confier au sein du gouvernement la rédaction d'un texte parlementaire pour libéraliser l'avortement. Entre une opinion française franchement favorable, son parti politique réservé sur le sujet, il passe des semaines à expliquer, à convaincre. Son projet de loi légalise l'interruption volontaire de grossesse et c'est finalement sa collègue au gouvernement, Simone Veil, qui reprend ensuite le dossier en main. La ministre de la Santé fait voter en décembre 1974 une loi de dépénalisation de l'avortement, pratique devenue courante qui avait perdu son caractère clandestin. Jacques Legendre. C'est vrai que le vote de la loi Veil a été aussi un grand moment que j'ai vécu
en tant que jeune député, moi, élu en 73, donc 74, la loi Veil. Personnellement, je l'ai voté, mais seuls les 2 députés de la majorité du camp Brésil l'ont voté. Tous les autres députés de la majorité ont voté contre. Et puis il y avait Norbert. Et Norbert, lui, on m'a dit à l'époque qu'il avait été un petit peu chargé d'expliquer aux autorités, peut-être même au Vatican, si vous voulez, quel était l'esprit du texte et essayer de leur faire comprendre qu'il ne fallait pas trop se crisper là-dessus, qu'il avait joué un rôle. Les faits d'armes politiques du natif danish passent également par le beffroi lillois. Norbert Segard vise la mairie. Le duel gauche-droite est incarné par sa rivalité avec Pierre Mauroy. On est en 1977, la tension est palpable. Un épisode, sans lui, à sa permanence, rue Molinel, est révélateur de l'ambiance qui règne. Des coups de feu sont tirés lors d'une réunion de colleurs d'affiches du RPR. Un homme est venu se venger d'avoir été écarté de l'équipe, plusieurs blessés, dont le responsable du local, Roger Moreau, connu alors de son nom de catcheur, le bourreau de Béthune. Tension également dans le visuel provocateur déployé par les équipes Segard. Pour la mairie de Lille, la campagne électorale de Norbert Segard, il y avait en particulier une grande photo où on voyait, c'est une photo d'une cabine de métro avec un chien assis sur le siège pour justifier que le projet de métro lillois c'était folklorique. Là, il s'est planté, mais bon, ça fait partie du sport. Hein. Il sera le seul à le prendre. Voilà la phrase qui accompagne sur les affiches ce chien dans le métro. Au premier tour, Pierre Mauroy réunit 45,5% des suffrages, Norbert Segard 41,5%, écologistes et extrême gauche atteignent chacun 6,5%. Scrutin difficile donc, et la campagne est marquée par un débat télévisé entre les 2 hommes avant le second tour, dont les derniers mots témoignent de la tension du moment. Ma conclusion est la suivante. Je me présente bien sûr et avec beaucoup d'optimisme dimanche prochain pour 2 choses. Premièrement, pour une meilleure gestion non politisée de la ville de Lille et deuxièmement, pour lutter contre cette politisation que nous allons avoir à l'intérieur du conseil municipal avec les 10 élus communistes, dont 4 adjoints, et d'autre part les forces d'extrême gauche qui vont faire pression sur ce conseil municipal. Le danger communiste, le danger d'extrême gauche n'est pas quelque chose de vain. Monsieur Segard est un homme du passé, il parle du communisme qu'on pouvait en parler il y a 20 ans. Tous les Français tranquillement sont allés voter. Ils ont donné une majorité écrasante dans les villes de plus de 30 000 habitants, justement aux listes d'union de la gauche. Il y aura dimanche soir certainement plus des 2/3 des villes qui seront administrées par des hommes de gauche. Pierre Mauroy l'emportera avec 56% des suffrages. La défaite n'empêche pas Norbert Segard d'être réélu député du Nord dès le premier tour l'année suivante, en mars 1978. Et Pierre Mauroy gardera de ce duel municipal un souvenir particulier et une grande estime pour l'homme qui lui confia alors un secret, comme il l'explique des années plus tard lors d'un entretien à la Fondation Segard. On a mené des campagnes tout à fait loyales. Franchement, c'était dans un climat de vraie cordialité. C'est pour ça que je vous dis que le souvenir que j'en garde, c'est avec beaucoup d'émotion ce qu'il m'a dit au lendemain du premier tour. Ça ne manquait pas de panache, de grandeur tout de même, mais de courage aussi pour venir me dire quelque chose que vous ne savez pas. Et ça ne fait qu'accroître la grandeur du personnage qui était mon adversaire. Norbert Segard se sait atteint d'un cancer. Et même sur un sujet aussi vital, lourd et délicat, ce qu'il fit de cette information fut une innovation. C'est un mardi d'octobre 1978, le 10 précisément, que Norbert Segard choisit, fait inédit à l'époque, de révéler le mal dont il souffre sur le plateau télévisé de Soir 3. Je suis au contact avec des jeunes et je les vois fumer, comme j'ai fumé moi-même à leur âge et comme je fumais encore il y a peu de temps. Or, c'est vrai que parce que j'ai fumé, j'ai eu un cancer poumon. C'était en janvier, j'ai été opéré, on a enlevé le poumon.
J'ai beaucoup souffert physiquement et moralement. Comme vous le voyez maintenant, je suis complètement rétabli et je travaille beaucoup. Demain, je serai en Bulgarie et dans quelques semaines, je serai en URSS puis en Chine. Jamais un homme politique n'avait avant lui exposé au grand public être rongé par un tel mal. Pour autant, Norbert Segard place son cancer parmi les réalités avec lesquelles il devra composer. Ni plus, ni moins, la maladie fait partie de sa vie. Ce regard sur lui-même, juste et dédramatisé, cette franchise, cet état d'esprit sont les mêmes ingrédients qu'il utilisait à domicile pour les siens. Jean-Luc Girard. C'est tout simple, il avait quelques petites souffrances respiratoires, des bronchites un peu répétées, bon. Et puis, dans le cadre du ministère, je crois que c'était au PTT, là, on lui a conseillé d'aller faire un petit tour à Val-de-Grâce pour, faire un check-up, si je peux dire, et c'est là qu'on a décelé son cancer. Mais le cancer était tellement avancé que il a appelé Denise, sa femme, et lui a dit, tu sais, j'ai un cancer. Mon temps est court, mon temps est limité. J'en aurai pour 2 ou 3 ans. Et il a ajouté, je terminerai sur un petit fauteuil roulant. Et tout ça, il l'a décrit comme quelque chose qu'il devait gérer, et en toute connaissance. Donc, je pense qu'effectivement, et ça m'étonnerait pas, il a dû vraiment dire à son médecin, au praticien, vous me dites tout, ne racontez pas de salade, s'il me reste peu de temps, que je puisse l'utiliser le mieux possible. Je pense que le rôle de Denise après a été profondément, bien entendu, on peut pas le décrire ce rôle, mais Denise a certainement fait beaucoup pour lui donner cette force et ce tonus qu'il avait, mais il aurait pu avoir des coups de pompe. Mais ce qui l'a aidé aussi, bien évidemment, c'est le fait de rester dans l'énergie, dans l'activité. Et ça, il doit beaucoup à Raymond Barre qui a tout fait pour qu'il reste aux manettes, sans pour autant, bien entendu, ne pas faire son travail. Ses excès allaient de pair avec son caractère entier et sa chaleur conviviale. À l'époque où il fumait, c'était sans aucune modération. Ben oui, mais je dirais c'est la qualité de ce genre d'homme ou leur défaut. Une qualité peut être un défaut, c'était quelqu'un d'extrêmement excessif. Excessif dans sa façon de vivre, excessif dans le temps de travail, excessif dans il se couchait à des heures impossibles, etc. Bon, c'était quelqu'un d'excessif. Et il fumait beaucoup. Moi, je me souviens, quand on descendait dans le Midi, sur la Côte d'Azur, là, c'est lui qui conduisait, pour tirer le coup. Je me mettais à côté de lui, je lui allumais ses cigarettes. Bon, à l'époque, on fumait dans les bagnoles avec les enfants qui étaient derrière. Je vous raconte pas le décor, Bon, c'est à peine inimaginable. Donc c'était un gros fumeur. Oui, c'était un gros fumeur. Il l'a dit et pour le dire, c'est vrai. C'était la pipe, le cigare, tout ce qu'on veut. C'était c'est ça. Mais est-ce qu'à un moment donné, il a dit, je récolte le fruit finalement de mes excès? Eh oui, c'est ça c'est le vrai message qu'il a passé, c'est ça. Déconnez pas comme j'ai déconné. J'ai fait une bêtise et ne faites pas cette bêtise. Et il l'a dit, il l'a répété sur ce ton-là. Je suis responsable de ce qui m'est arrivé. Alors faites pas ce que j'ai fait. Quand on le voyait lutter, parce que il pouvait pas cacher ses souffrances quand même. C'est un cancer terrible. Donc bien sûr qu'on on en a souffert. Mais moi, ce que je retiens, c'est que bien entendu, on était à ses côtés. On a marqué des signes d'affection. Mais ce que je retiens, c'est le courage et la force qu'il avait, et la détermination à dépasser ce cancer. Comme une espèce de façon de dire, plus je vais continuer à agir pour mes projets, pour ce que j'ai envie de faire, plus je vais repousser l'échéance, C'est quelque chose comme ça. Norbert Segard n'aurait pu être l'homme qu'il fut sans son épouse. Sa vie est difficilement dissociable de la présence, à ses côtés, de Denise Segard, qui tout au long de sa vie a été un pilier, une présence. Denise, elle a beaucoup coordonné les choses avec les différentes secrétaires de Norbert, parce que comme il avait plusieurs activités, et elle tenait un agenda dans l'agenda, et elle était un peu vraiment son guide, pour que sa vie soit la plus légère possible au niveau de sa charge. Et puis elle a toujours été disponible à tout moment. Je me souviens quand il était au ministère, quand il était à Paris, Denise habitait à Rémy-à-Lille. Sur le champ, elle était capable de filer à Paris parce qu'il souhaitait qu'elle soit présente, etc. Bon, c'est une chose. La deuxième chose aussi, c'est qu'elle l'a accompagné beaucoup pendant toute sa période où il a été atteint d'un cancer. Ça a quand même duré entre 3 et 4 ans. Et elle a été vraiment à la hauteur pour faire en sorte qu'il puisse continuer le plus longtemps possible son activité. Le travail et la maladie, il les a conjugués par nécessité, par devoir, sans fausse pudeur, pour servir.
et les archives de la Cato en témoignent. Dans le fond, il y a toute une partie qui concerne sa maladie, voilà, puisqu'il a eu un cancer du poumon, et on a notamment les cassettes audio où il témoigne de sa maladie. Et à l'époque, dans les années 80, fin des années 70-80, le cancer était plutôt tabou, on n'en parlait pas beaucoup. Lui, c'était une personnalité politique, il en a publiquement parlé au niveau du gouvernement et à la France entière sur les dangers de la cigarette. Et je trouve que pour son époque, c'était pas courant. Je veux dire qu'on parle publiquement de ça, et je trouve ça touchant quand on écoute justement ces cassettes audio où il parle justement de sa maladie, parce que sa fin de vie a quand même été difficile, mais il a toujours continué à travailler jusqu'à la fin. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on va tout de suite mettre en avant dans le fond, mais pourtant, ça en fait partie. Et juste par les écoutes audio, on rentre tout de suite dans l'ambiance en fait. Donc c'est très touchant. Dans ces enregistrements, le ministre vient volontiers prêter main forte aux campagnes anti-tabac de l'époque. Il y mêle ses convictions à son expérience personnelle, comme ce jour-là, quelques mois avant sa disparition. Comme vous le savez, j'ai été opéré il y a près de 2 ans et demi d'un cancer du fumeur parce que je fumais beaucoup. On m'enlevait le poumon gauche et cela fait souffrir terriblement. Mais je m'aperçois ensuite que la lutte contre une sorte de rechute possible est quelque chose qui est épuisant. Chimiothérapie, immunothérapie, mais surtout radiothérapie. J'ai subi beaucoup de rayons X et ces rayons X, 1 an après, ont atteint la moelle épinière et me provoquent actuellement ce qu'on appelle une myélite, c'est-à-dire une semi-paralysie des membres inférieurs, ce qui est évidemment très gênant et très douloureux. C'est en fauteuil roulant qu'il mènera son activité ministérielle jusqu'à son dernier jour, répétant, même en fin de vie, l'une de ces phrases qui le caractérisent tant. La vie ne vaut que parce que l'on apporte à autrui. Il a donc fait de son mal un combat pour la prévention, car, selon Gaston Vandecouvelard, c'est le sens du service qui primait. Un des éléments qui a marqué beaucoup la population à l'époque, c'est qu'il est le premier homme politique à déclarer qu'il avait un cancer. Autrement dit, c'est quelqu'un qui avait le souci du bien commun, jusqu'à y compris se montrer dans l'intime, pour peut-être que d'autres évitent de faire les mêmes bêtises que lui. Pour bien comprendre la médiatisation de sa lutte contre le cancer, contre le tabagisme, il ne faut pas y voir un podium ou une vitrine, mais plutôt y saisir le mouvement, l'élan vital qui l'animait. Norbert, lorsqu'il a découvert son cancer au poumon, il a dit je ne veux pas vaincre le cancer, je veux développer la vie. Il voulait dire par là que la bataille à mener, c'est d'abord la bataille du développement. La lutte contre le cancer n'était pas la bonne expression pour justifier sa présence. Donc le cancer, il avait quelqu'un qui l'aidait à s'en sortir, mais c'était pas son sujet. Son sujet, c'était encore et toujours le développement et la vie. Il a commencé par être... ça a duré quand même, quoi. Il y a toute une phase où il continuait son job, personne ne s'en rendait compte, parce que justement, il a toujours mis la vie devant la maladie. Et quand ça a été très fort, là, il a su trouver l'occasion de faire des appels contre le tabagisme remarquables, et aussi montrer que la maladie, quelle qu'elle soit, ne doit pas empêcher la vie, quoi. Tout au long de sa vie, ses convictions chrétiennes, sa foi, connue de tous sans pour autant être exposée ou brandie comme un étendard, ont guidé ses choix, ses décisions. Son collègue nordiste au gouvernement, Jacques Legendre, peut en témoigner. Il était connu comme un des grands universitaires de la Cato. Et on savait qu'il était chrétien. Je vous dis, moi, en plus, je savais son attachement à son collège, au collège Notre-Dame de Cambrai, et Cambrai était à l'époque encore le siège de l'archevêché à Cambrai. Donc il m'avait présenté aux autorités ecclésiastiques locales. Donc discrètement, il avait ses relations. Bon. Et puis... il y a un moment qui m'a beaucoup marqué quand même, c'est quand il a été choisi, lors de la visite du pape, pour exprimer au pape les souhaits ou les vœux du gouvernement français.
Il a eu cette fonction qui lui a été attribuée par le président de la République, et donc quand il y a eu une cérémonie à Notre-Dame où il y avait devant la cathédrale, il y avait les membres, ceux qui le souhaitaient. Mais bon, moi j'y ai assisté, je suis catholique de naissance, mais même si je ne suis pas particulièrement engagé de ce point de vue, mais j'ai assisté évidemment à cette cérémonie, et c'est Norbert qui a lu la prière des membres catholiques du gouvernement au pape. Il était en fauteuil ? Il avait des difficultés pour marcher. Il avait été déchargé à ce moment-là de sa fonction de ministre des PTT parce qu'il était de plus en plus invalide. Et c'était très prenant de le voir alors qu'il ne devait pas se faire beaucoup d'illusions sur son avenir. 8 mois avant sa mort, la visite en France de Jean-Paul II le marquera. Il avait eu d'autres occasions de rencontrer le pape, mais le voir à Paris prenait une autre dimension. Il avait vraiment beaucoup tenu à participer à cette célébration. Donc, encore une fois, comme il était en petit fauteuil roulant, il était vraiment très très atteint, il était paralysé des jambes, là, hein. Donc il y avait tenu. Donc tout a été fait pour qu'il puisse être avec le gouvernement, et on l'avait placé donc il était au niveau de l'accueil du pape, on avait placé son fauteuil sur le parvis de Notre-Dame. Et il a eu l'occasion donc de faire cette prière. Je ne me souviens plus si c'était au début, à l'accueil ou à la sortie du pape. Enfin, il a eu la possibilité de lire cette prière devant le pape. Voilà. Vraiment, ça le touchait profondément, et en bon serviteur de l'Église, hein, de l'Église. C'était un serviteur, hein, ça le touchait de rencontrer le pape, j'en suis convaincu. Profondément croyant, Norbert Segard était finalement un homme de Dieu, à la fois chevillé au corps, une vie spirituelle qui a guidé son action. Sa foi était omniprésente. Je crois pouvoir dire, ça n'est pas trahir un secret, qu'il a été même à un moment pressenti au petit séminaire. D'accord ? Bon, ça c'est une chose. Mais en fait, sa foi, elle était aussi basée sur le questionnement du scientifique, sur le doute scientifique. Et jamais il n'a pensé que la science pouvait absolument régler tous les problèmes, et que jamais il n'a pensé que dans la science il n'y aurait jamais plus, on pouvait dépasser toutes les interrogations. Il y en aurait toujours. Et son modèle d'inspiration, c'était Teilhard de Chardin. Et je crois que l'inspiration de Teilhard de Chardin lui a permis de vivre ce doute, mais ce doute positif, qu'ont les scientifiques qui sont, je dirais, qui ont l'humilité de considérer qu'ils ne trouveront jamais complètement toutes les solutions. Bien entendu, nous allions à l'époque, c'était quasi normal, et puis bon voilà, on allait à la messe tous les dimanches, on se manifestait comme il fallait chaque fois qu'il y avait une célébration religieuse à l'université catholique, il était très présent dans toutes les célébrations religieuses voilà. Mais lui, il traduisait sa foi dans la défense des valeurs chrétiennes à travers la défense et surtout le développement de l'université catholique. Il était engagé dans des syndicats chrétiens. Quand il était jeune étudiant, il a participé aux jeunesses étudiantes catholiques. Donc l'action catholique, ça a été aussi une composante de sa vie chrétienne au temps de sa jeunesse, si je peux dire, hein. Mais il était, quand il fallait défendre l'université catholique, défendre de l'enseignement privé, là, il était capable d'être extrêmement dur, ferme et coriace, hein. Et là, il le faisait, et c'est là qu'il exprimait sa foi. Teilhard de Chardin, Mounier, De Gaulle, autant de personnalités qui ont marqué son histoire, comme sa proximité avec Robert Schuman. Son état de santé se dégrade encore. En octobre 1980, il est nommé ministre délégué auprès du Premier ministre pour la recherche et l'application des techniques avancées. Autrement dit, ministre chargé d'étudier les conséquences des techniques sur la société et préparer le choc du futur, un poste créé sur mesure qu'il occupera jusqu'à ses derniers jours. À la toute fin de sa vie, il témoigne de la place de la souffrance dans la société, dans sa vie et dans sa foi. Une certaine façon de souffrir est enrichissante pour l'homme et même pour la société. Que de découvertes
et que d'enrichissement personnel sont le fruit d'une souffrance acceptée et non pas subie. Je vous assure que moi-même, j'en vis l'expérience chaque jour et par certains aspects, elle est exaltante. Pour un chrétien engagé comme je le suis, la souffrance purifie en quelque sorte la foi. Car on s'aperçoit quand on est bien portant que on peut se permettre d'affronter n'importe quelle situation, que la foi est là pour vous soutenir, vous maintenir. Mais le jour où il faut croire, non seulement avec son cœur, avec son esprit, mais avec son corps, je vous assure que cela est difficile. Et les souffrances de la passion sont là quelquefois pour vous rappeler que même le Christ a dit que ce calice s'éloigne de moi. Norbert Ségard meurt le 1er février 1981, à l'âge de 58 ans. Et sa mort était annoncée, elle était attendue. Et puis on m'a téléphoné le lundi matin qu'il était décédé, j'ai été lui faire une petite bise sur le front. Dans son courrier de condoléances adressé à Denis Ségard, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, écrira que Norbert Ségard, je cite, « donnait un sens à son épreuve en raison de la profondeur de sa foi et parce qu'il souhaitait, comme il me l'avait confié, que sa souffrance soit utile. » Ses funérailles, le 5 février, furent suivies par des milliers de personnes, des rues noires de monde, une foule d'anonymes et de personnalités. C'était impressionnant parce que c'était des funérailles dites nationales. Donc il y a tout un décorum et tout un ensemble. Alors funérailles nationales, ça veut dire que le président est susceptible de venir. En l'occurrence, il est venu. Il y avait le président, il y avait Giscard d'Estaing, il y avait Giscard, il y avait Chirac, il y avait le ministre de l'économie à l'époque, je l'ai oublié. Bon, il y avait 5 ou 6 ministres, d'accord. Et puis bien entendu toutes les personnalités locales et les membres du gouvernement et les membres de ses cabinets. Donc en termes de le paquet de Parisiens était conséquent. Hein. Et ces funérailles nationales étaient comme le veut le protocole, si je peux dire. Son cercueil est arrivé boulevard Vauban sur un comment dirais-je, un fût de canon, voilà, accompagné par des militaires, etc. Enfin, c'était vraiment la cérémonie qui prévalait dans ce cas-là. C'était noir du monde, bien entendu, et puis pendant 48 heures, tout était fermé, avec les contrôles de sécurité, etc. Je me souviens de ça, et je me souviens aussi, parce que avant les funérailles, il est resté chez lui quelques semaines, et il continuait à consulter au titre du ministère spécial qu'on avait. Et il y avait toujours un défilé de personnes qui venaient travailler avec lui. Hein. Donc c'était impressionnant, et donc, à son décès, son cercueil est resté à la maison et Chirac est passé pour saluer le corps. Ah, vous voyez, c'était pas des petites affaires, quoi. Il était vraiment reconnu comme un personnage d'État. La cérémonie dans la chapelle de l'Université catholique de Lille commence par ses propres mots qui en disent long sur l'homme. « Je ne conçois pas la réflexion qui ne se traduise pas par le geste, par l'action. » Il laissera l'image d'un homme à la générosité et à la simplicité exceptionnelles, mise au service de la société et du bien commun, affichant tout au long de son existence une puissance d'action faisant dire à ses proches que tout lui était possible. Je trouve que c'est un homme qui mérite le voyage, quoi. C'est un site à visiter. Il a une vie anormale, c'est-à-dire hors norme. Il n'était pas prédestiné à ça. Et ce qu'il a fait est quand même assez extraordinaire. Moi, je crois qu'il a laissé des traces pas aussi visibles qu'Hélicène. Mais si vous voulez, par exemple, je crois qu'il a un petit peu changé le monde politique en étant plus exigeant. Je crois que d'ailleurs, il était grand copain de Maurice Schumann et que Maurice Schumann lui en a fait la remarque plusieurs fois. T'es en train de changer les choses, quoi. Il a changé, oui, une certaine accessibilité aux hommes politiques. Il leur a imposé de devenir accessible, parce qu'il l'était, lui. Il y a des éléments de l'homme qui sont rarement réunis. En particulier, je vous dis qu'il était timide, et je suis intimement convaincu qu'il était timide, et il était accessible à n'importe qui.
Et il savait aller vers n'importe qui. Président de la République ou bien ouvrier du coin. Ça, ce sont des traits, je trouve, qui sont rares et qui expliquent aussi le fait qu'on garde souvenir de ce bonhomme. Aujourd'hui, la Fondation Denise et Norbert Ségard poursuit l'action de ce visionnaire dans le domaine de la formation des ingénieurs, dans la recherche et l'entrepreneuriat technologique. Elle agit par l'octroi de bourses, prix, subventions en faveur de projets à caractère scientifique et pour soutenir la création d'entreprises technologiques innovantes en France. On doit, à Norbert Ségard, une prière qui n'a pas pris une ride, une prière ô combien d'actualité qui nous dit ce qu'il était et qui, aujourd'hui encore, peut inspirer nombre de politiques, mais pas seulement. Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire, sans oublier les personnes à aimer, et de voir les personnes à aimer, sans oublier les choses à faire. Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. C'est si difficile de ne pas vouloir à la place des autres, de ne pas répondre à la place des autres, de ne pas décider à la place des autres. C'est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres et de comprendre les désirs des autres quand ils sont si différents des nôtres. Seigneur, donne-moi de voir ce que tu attends de moi parmi les autres. Enracine au plus profond de moi cette certitude qu'on ne fait pas le bonheur des autres sans eux. Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes. Apprends-moi à aimer les personnes pour ne trouver ma joie qu'en faisant quelque chose pour elles. Et pour qu'un jour elles sachent que toi seul, Seigneur, tu es l'amour. Norbert Ségard, La science au service de l'homme, un podcast RCF Hauts-de-France, réalisé par Michel Picard. Une vision des technologies de la science au service du présent, de l'avenir et du bien commun. Son air bonhomme, son allure franche, grand VRP du gouvernement, ministre du téléphone. Il a offert une leçon à l'heure de son déclin physique. Leçon de vérité sur son cancer vécu comme tant d'hommes et de femmes dans la souffrance qui ne l'a pas épargné et dont il n'a rien caché au grand public, entraînant la classe politique dans un nouveau chemin de transparence et d'humanité. Merci à celles et ceux qui m'ont livré leurs témoignages, ainsi qu'à la Fondation Denise et Norbert Ségard. Les grandes figures du Nord, une série de podcasts pour découvrir les personnalités qui ont marqué le Nord de la France.